PCR, qui est une technique très utile et dont le but principal est d'amplifier une séquence d'ADN souhaitée. Donc pour ça, on a besoin de la séquence d'ADN double brun qu'on veut amplifier. On a besoin aussi d'amorces, on a besoin d'ADN polymérase et on a besoin de nucléotides pour la réplication, l'élongation. Alors, chaque cycle de PCR est constitué de 3 étapes. La première étape, c'est la dénaturation. En fait, on va augmenter la température à 95 degrés pour rompre les liaisons hydrogènes qu'il y avait entre les deux brins complémentaires. Donc les liaisons hydrogènes vont être rompues et on va avoir les deux brins qui seront séparés. Ensuite, on va procéder à l'hybridation. Pour cela, on va abaisser la température à 55 degrés, ce qui va permettre aux amorces d'ADN de s'appareiller avec les brins complémentaires. Et enfin, on remonte la température à 72 degrés pour procéder à l'étape d'élongation. Là, grâce à l'ADN polymérase qui doit être thermophile ou thermorésistante, elle doit supporter la température de 72 degrés. Et donc cet ADN polymérase va procéder à la réplication de l'ADN. Et donc après plusieurs cycles, on va avoir une séquence d'ADN très amplifiée et du coup ça va faciliter l'étude de la séquence d'ADN. On peut faire ça par exemple quand on soupçonne une mère d'avoir transmis le virus du VIH à son enfant. Du coup, on va chercher dans l'ADN de l'enfant la séquence du virus du VIH et on va essayer de l'amplifier. Si on a une amplification, ça veut dire que la séquence était présente dans l'ADN de l'enfant et donc il a la séquence du virus de VIH dans son ADN, c'est-à-dire qu'il est malade. Si on fait toute la PCR et qu'on n'a pas d'amplification, on ne retrouve rien à la fin, ça veut dire que la séquence n'était tout simplement pas présente dans son ADN et donc que l'enfant n'est pas atteint du VIH. À cette technique de PCR, on peut également ajouter la technique RFLP. Qu'est-ce que c'est? En fait, on part du principe que les mutations qu'on a citées tout à l'heure vont éliminer ou rajouter un site de restriction sur la séquence d'ADN. Je rappelle que les sites de restriction, ça va être des sites qui vont être coupés par des enzymes de restriction. Donc ça va nous donner un résultat comme ça. Ici on a plusieurs individus, on a 6 individus et on a plusieurs fragments d'ADN. Ici on a un seul fragment, c'est-à-dire que la séquence d'ADN n'a pas été coupée, donc il n'y a pas eu de site de restriction. Ici on a 2 fragments, il y a eu un site de restriction, etc. Donc à partir de ça, on va comparer des individus qui ont C sains, on sait que leur génotype c'est homozygote pour l'allèle sain, avec des individus malades, pour voir où a eu lieu la mutation. On va voir ça tout de suite avec un schéma d'un exercice, ça va peut-être être plus clair. Donc, ça c'est ce qu'on a dans la vraie vie. Et ça c'est un schéma simplifié de ce qu'on vient de voir, PCR plus RFLP. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, on va étudier des arbres généalogiques et du coup aussi des PCR pour essayer de comprendre comment ça marche, comment on peut trouver quel type de mutation c'est, si c'est dominant, récessif, lié à l'X, autosomique, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On voit qu'il y a autant de filles et de garçons qui sont touchés, mais à des degrés différents vu qu'on a des ronds gris, qu'il n'y a pas de saut de génération, que tous les enfants à chaque fois sont touchés. Mais si on regarde bien, on voit qu'à chaque fois ce sont les femmes qui transmettent la maladie aux enfants. Ici par exemple, on a un homme malade, ses enfants, ils n'ont aucune anomalie. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça ne peut pas être lié à l'X parce qu'il y a autant de filles que de garçons qui sont malades. Ça ne peut pas être récessif, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que tous les enfants sont malades à chaque fois, il n'y a pas de saut de génération. Mais en même temps, est-ce que c'est récessif, dominant? C'est pas trop. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une transmission mitochondriale. Donc c'est une mutation mitochondriale.
il faut tout de suite tilter quand vous voyez des ronds ou des carrés gris, parce que ça veut dire, surtout s'il y a des carrés gris, ça veut dire que c'est mitochondrial. Pourquoi? Parce que je vous avais dit tout à l'heure qu'éventuellement, on pouvait avoir des ronds gris pour les maladies liées à l'X, vu qu'il y a une inactivation du X. Donc les filles pouvaient éventuellement être colorées en gris, même si on a dit qu'en général, on ne le faisait pas. Par contre, si vous voyez un carré gris, tout de suite pensez à transmission mitochondriale, parce que c'est le seul moyen pour que des garçons en fait, aient une atténuation de la maladie et des symptômes. C'est pour ça que les hommes ne transmettent pas la maladie et que tous les enfants d'une femme atteinte sont atteints à différents degrés. Donc ça, c'est l'arbre. Maintenant, ici, on a l'étude PCR pour comprendre où est-ce qu'a lieu la mutation. On a donc les résultats de différents individus. On regarde, l'individu 2,2 et 2,7, ils ont ce résultat. On regarde 2,2, c'est lui, 2,7, c'est elle. Donc c'est des maladies très atteintes. En noir, ok, on va y revenir tout à l'heure. 2,3, 2,5. 2,3, 2,5. Ils sont malades, mais avec une atténuation de la maladie quand même. 2,8, 3,4. 2,8, c'est là. 3,4, c'est là. Ils sont sains. Pas de maladie, même atténuée. Non, ils sont sains. Du coup, on est d'accord que l'allèle sain, ce qu'on est censé avoir, c'est celui-là, avec 2 fragments d'ADN, un de 1,5 kilobase, un de 0,5 kilobase. Donc, dans le gène sain, il est censé y avoir un site de restriction où la séquence va être coupée en 2 fragments. Ici, pour les individus qui ont une forme atténuée de la maladie, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un allèle qui est fragmenté à 1,5 kilobase et 0,5 kilobase, mais il y en a un autre qui n'est pas fragmenté. C'est pour ça qu'il est à 2 kilobases, parce que 1,5 plus 0,5 égale 2. Donc, c'est un individu hétérozygote pour l'allèle malade. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un individu qui est homozygote pour l'allèle malade. Il n'y a pas eu de site de restriction, donc il n'a pas pu être coupé, il n'y a pas eu de fragment, etc. Et du coup, on en conclut que la mutation a supprimé le site de restriction physiologique qui aurait dû être là. Il faut faire également attention à l'épaisseur des bandes. Ici, vous voyez, cette bande, elle est plus fine que celle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a 2 allèles combinés. Pareil, ici, à chaque fois, on a 2. Alors que dans ce cas-ci, comme on a un allèle sain et un allèle malade, l'épaisseur des bandes, elle est divisée par 2. Ici, on va s'intéresser à un autre arbre généalogique qui est plus compliqué. Pourquoi? Vous voyez qu'il y a très peu d'individus atteints. Donc, ça ne va pas faciliter le raisonnement, mais on y va quand même. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a que des hommes qui sont atteints. En plus, on voit qu'il y a des sauts de génération. Ici, cette génération malade, ici pas de malade, ici malade. Donc, on partirait plutôt sur une maladie récessive. Surtout qu'il y a très peu d'enfants qui sont malades à chaque fois. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi il n'y a que des hommes qui sont malades. Il n'y a aucune femme qui exprime la maladie. En fait, c'est parce que la seule explication, c'est que les hommes sont hémizygotes. Donc, ça veut dire que c'est une maladie liée à l'X. Donc, par exemple, comme c'est récessif, la mère, elle a forcément transmis un allèle X, du coup, malade à son fils, qui exprime forcément la maladie, vu qu'il est hémizygote, donc on a dit qu'il n'y avait pas de dominance ou de récessivité pour les deux. Et en fait, sa fille, à lui, elle est conductrice, porte saine. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, on aurait pu la colorer en gris, mais je vous rappelle que dans les TD et les examens, ça ne sera pas le cas, donc il faut apprendre à raisonner quand même. Et pourquoi ça ne peut pas être une maladie autosomique? En fait, c'est compliqué à expliquer, mais quand vous aurez des maladies autosomiques,
vous aurez les deux sexes qui sont touchés, une transmission par les deux sexes, etc. Là, vous avez que des hommes qui sont touchés, avec des parents qui n'expriment pas la maladie. Les filles sont jamais touchées, donc c'est vraiment l'hypothèse la plus probable, c'est quand même une maladie récessive liée à l'X. Du coup, vu que c'est une maladie liée à l'X, c'est normal que les garçons des hommes atteints ne soient pas touchés. Par contre, toutes les filles des hommes atteints sont forcément conductrices de la maladie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que rigoureusement, on pourrait les colorer en gris, vu qu'avec une activation du X, ça peut présenter certains symptômes. Donc voilà, conclusion, maladie récessive liée à l'X. Du coup, je voulais revenir avec vous sur un dernier point, c'est l'origine des mutations. Une mutation, un individu qui a une mutation qui est malade, il y a deux options. Soit il l'a acquis de ses parents ou ses grands-parents, c'est une mutation transmise, soit il s'agit d'une néomutation ou mutation de novo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier individu de la lignée, de la famille, à avoir cette mutation. La mutation, elle a eu lieu dans son corps. Et après, lui, il va la transmettre à la descendance si c'est dans des cellules germinales. Quand est-ce que c'est possible? C'est possible pour les maladies autosomiques dominantes. Pourquoi c'est pas possible pour les mutations autosomiques récessives? Parce que du coup, pour qu'il exprime la maladie, il va falloir que les deux allèles du même gène subissent la même mutation. C'est beaucoup trop improbable pour que ça arrive. Donc, autosomique dominante, ça marche. Pour les maladies liées à l'X, pour les filles, c'est comme ce que je viens de dire. Si c'est dominant, c'est ok. Si c'est récessif, c'est très peu probable. Par contre, pour les garçons, dans les deux cas, ça passe parce qu'il n'y a pas de dominance de récessivité. S'il y a une mutation dans son X, il va transmettre le X à ses filles, du coup, qui, elles, seront atteintes. Pas les garçons, du coup. Voilà. Donc, je répète, pour les autosomiques dominantes, liées à l'X dominante si le sujet atteint est une femme, et liée à l'X dominant récessif si c'est un garçon. Voilà. Du coup, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que j'ai été claire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et courage à tous pour cette année.